Bonjour, nous voici aujourd'hui pour traiter d'un sujet important et indispensable dans le cadre de la gestion d'une copropriété, c'est quelles sont les répartitions des tâches entre les copropriétaires, les membres du conseil syndical et le syndic. Donc, la première étape est de connaître les obligations du syndic. Alors, pour ces obligations, vous avez trois sources. La loi de 1965, puisque je rappelle qu'avant 1965, les immeubles qui étaient en commun étaient gérés par le statut des associations syndicales libres, donc les ASL, et qu'en 1965, on crée un régime spécifique qui est par défaut, qui est donc optionnel et que vous pouvez effectivement écarter au profit d'un autre régime. Mais si vous êtes dans le régime ou si vous avez choisi le régime de la copropriété, vous relevez de la loi de 1965, le 14 juillet 1965, et notamment concernant les missions du syndic, il s'agit de l'article 18 qui dit que le syndic est l'organe exécutif du syndicat. Donc exécutif, ça veut dire qu'il n'a pas de marge de manœuvre, d'initiative à prendre, sauf effectivement à exécuter les décisions de l'Assemblée. Alors vous verrez qu'il y a quand même des exceptions, puisqu'il y a des considérations de sécurité qui impliquent que, en cas de défaillance de l'Assemblée ou du conseil syndical, le syndic aura une marge de manœuvre. Mais le principe est de base, le syndic exécute les décisions prises par les copropriétaires. Ensuite, vous avez le règlement de copropriété. Alors souvent, ce sont des documents qui font des cinquantaines, voire des centaines de pages, mais dans lesquels à peine un dixième des dispositions sont véritablement utiles à votre copropriété parce qu'il n'a pas été rédigé de manière spécifique. Or, chaque copropriété est différente, chaque copropriété a des espaces communs qui sont de différentes tailles, de différentes compositions, avec plusieurs montées, plusieurs bâtiments, un espace vert, pas d'espace vert. Et donc, normalement, vous devriez pouvoir alléger vos règlements et les adapter de manière spécifique à votre copropriété. Il y a au moins deux éléments que vous devez rajouter et qui ne doivent pas y figurer parce que ce n'était pas quelque chose qui avait l'air prégnant, ou en tout cas qui avait l'air d'être très important pour les rédacteurs de l'époque, les notaires de l'époque. C'est premièrement décliner les conditions de mise en concurrence que vous allez exiger du syndic et des autres copropriétaires, et deuxièmement le protocole de recouvrement. Alors, je vous rappelle que ces éléments, ces projets de résolution à introduire dans le règlement figurent dans nos revues. Le protocole de recouvrement, il est dans la revue Assemblée Générale, que vous trouverez en ligne sur notre site internet qui s'appelle ancc.fr. Et la mise en concurrence, nous avons effectivement rédigé un protocole de mise en concurrence qui permet effectivement d'exiger d'avoir minimum 3 devis pour pouvoir décider. Si vous n'avez pas adopté ce protocole de mise en concurrence, eh bien, vous ne pouvez pas reprocher à votre syndic d'avoir apporté simplement un devis lors de la prise de décision. Donc là, c'est un élément important. Si vous souhaitez en avoir plus d'un, il faut effectivement que vous preniez une résolution en ce sens. Sinon, ça n'existe pas. Et ensuite, vous avez le contrat de syndic qui peut comporter des éléments différents, ou en tout cas des éléments complémentaires de ce que vous avez déjà dans la loi et dans le règlement. Par exemple, le nombre de visites annuelles peut être fixé par le contrat de syndic, puisque à un moment donné dans ce contrat, il vous est demandé le nombre de visites qui seront minimum à effectuer ou maximum. Donc c'est à vous de définir. Donc il y a quand même une marge de manœuvre. Il s'agit bien d'un contrat type, mais dans ce contrat type, il y a une marge de manœuvre, il y a des éléments qui permettent de dire je souhaite qu'il y ait une adaptation, une spécificité à ma copropriété. Par exemple, elle est petite, donc une visite par an suffit, ou elle comporte trois montées, et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a au moins 3 visites si on veut faire les choses correctement, ou alors une visite très longue de 2 ou 3 heures. Donc tout ça, c'est à définir au moment où vous faites rédiger le contrat, ou au moment où vous allez adopter un contrat de syndic. Donc ça veut dire avant l'Assemblée Générale. Et au plus tard, au moment où vous adoptez le contrat de syndic, c'est-à-dire in situ, lorsque vous êtes à l'Assemblée Générale, en supposant que le syndic qui vous a proposé son contrat est présent et qu'il présente sa prestation et que vous discutez avec lui sur les modalités de sa prestation. Chose que je n'ai encore jamais vue dans une assemblée générale, mais qui n'est pas interdite, au contraire. C'est-à-dire, quand vous négociez l'achat d'une voiture, vous vous imaginez pas signer un bon de commande sans discuter sur les différentes options qui sont possibles et celles que peut vous proposer le vendeur. C'est exactement la même manière, le même problème pour l'assemblée générale et pour le contrat de syndic. Ensuite, nous avons 3 séries d'obligations. La première, qui est certainement une des plus généralisées, en tout cas des plus connues, c'est la fonction administrative. Alors, comme vous le savez, c'est votre syndic qui tient la liste des copropriétaires. Et tenir la liste des copropriétaires, ça veut dire la mettre à jour en temps réel. Quand il y a des successions,
mettre immédiatement le nom dès qu'on a reçu la mutation, de manière à ce qu'à tout moment, le conseil syndical ou un copropriétaire puisse demander cette liste de copropriétaires et qu'elle soit à jour. Alors pourquoi c'est important ? C'est important parce que si demain, pour une raison ou pour une autre, vous vous fâchez avec votre syndic, que vous lui demandez de convoquer une assemblée générale et qu'il ne le fait pas, vous avez la possibilité de la convoquer vous-même. Mais pour ce faire, il faut que vous ayez une liste à jour de copropriétaires. Sinon, s'il manque un seul copropriétaire ou si les adresses ne sont pas bonnes, il y a possibilité de faire annuler cette assemblée générale. Donc, comme elle coûte cher, parce que c'est du temps et c'est de l'argent, il vaut mieux éviter de faire des assemblées générales avec des risques d'annulation potentiels. Et pour cela, il faut s'assurer que le syndic met bien à jour la liste des copropriétaires. Alors, c'est pas très compliqué en général. Vous lui demandez la liste des mutations de l'année. Et vous comparez ensuite, on verra plus tard en comptabilité comment ça se passe, vous comparez avec les soldes effectués de copropriétaires qui sont partis. Et comme ça, vous pourrez constater effectivement si la liste est à jour ou pas. C'est le seul moyen que vous ayez, de toute façon, d'être autonome en cas de difficulté avec votre syndic. Si vous devez soit changer de syndic et donc donner ces informations au nouveau, parce que je rappelle que les changements de syndic, ça prend en général 3 à 6 mois. Je n'ai jamais vu encore un syndic transmettre des archives le lendemain de l'Assemblée et encore moins dans le mois qui a suivi. Pour des tas de raisons, alors des raisons valables dans certains cas, des raisons qui le sont moins dans d'autres, surtout quand ça dure 1 an, comme ça s'est déjà vu dans certaines copropriétés. Donc si vous voulez ne pas être bloqué au moment du changement de syndic, tous ces éléments que je vais citer, vous devez les avoir par-devers vous au conseil syndical. Vous devez en avoir une copie de manière à ce qu'en cas de difficulté, vous soyez capable de rebondir immédiatement. Et ça, c'est une obligation que vous fait la loi. Donc n'oubliez pas, vous êtes responsable si vous n'avez pas tous ces documents. Alors bien entendu, pas forcément papier, mais en tout cas au moins numérisés. Alors la liste des copropriétaires, ça c'est le minimum. Ensuite, il doit tenir les archives. Alors tenir les archives, aujourd'hui, s'il s'agit des archives anciennes, ce sont des archives papier. Donc effectivement, il est censé les avoir dans son cabinet, donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de cabinets relativement importants en termes de mètres carrés, mais de plus en plus on voit apparaître, c'était déjà le cas avant, mais depuis la loi Allure, la tenue des archives est dans le forfait, donc gratuit, et si par hasard vous acceptez ce que vous proposera votre syndic, c'est-à-dire d'externaliser vos archives, vous aurez une difficulté parce que la tenue des archives est déjà prévue dans le forfait, alors que là, ça va être payant. Si vous externalisez la tenue des archives, ce sera payant et en fait, vous n'en avez pas un intérêt majeur puisque c'est pas vous qui c'est pas vous qui devez mobiliser des mètres carrés. Donc, il faut dans ces cas-là négocier avec votre syndic la baisse de ses honoraires au titre justement de ce contrat. S'il n'accepte pas, dans ces cas-là, vous restez avec votre tenue des archives par le syndic et c'est à lui de se débrouiller pour trouver les mètres carrés nécessaires pour installer ces archives papier. Ensuite, vous avez les obligations légales, par exemple les diagnostics. Vous savez qu'une copropriété doit avoir à minima des diagnostics de sécurité, de santé, par exemple la vérification du plomb, la vérification de l'amiante, dans certains cas les termites, la mérule aussi dans certaines régions, et puis vous avez des obligations, je dirais obligatoires mais sans sanction, comme le DTG, donc le diagnostic technique général, ou le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Donc ces éléments sont nécessaires pour éventuellement prévoir des travaux, mais il n'y a pas d'obligation dans le sens où vous devez les voter, il n'y a pas de sanction, et donc si vous votez non, il ne se passe rien. Simplement, vous n'aurez pas de diagnostic et donc pas d'éléments externes pour pouvoir vous décider sur un planning, par exemple, de travaux ou sur des travaux spécifiques. Ensuite, il doit convoquer l'Assemblée générale. Alors, je rappelle que normalement, cette Assemblée générale, elle est préparée par le Conseil syndical qui informe tous les copropriétaires de la date prévisionnelle de l'Assemblée, au moins 3 mois avant, pour leur permettre de préparer et de présenter des questions éventuelles auxquelles ils n'auraient pas pensé, qui seraient nécessaires pour les copropriétaires. Par exemple, un copropriétaire qui veut faire des travaux, s'il ne connaît pas la date prévisionnelle d'Assemblée, effectivement, il ne peut pas vous proposer sa question et du coup, il va devoir attendre 1 an ou vous demander de faire une AG exceptionnelle, donc extraordinaire. Donc il vaut mieux effectivement prévenir, comme la loi le prévoit, les copropriétaires au moins 3 mois avant qu'il va y avoir une assemblée générale, que s'ils ont des questions à poser, ils peuvent les déposer au conseil syndical, qui les mettra à l'ordre du jour, et si par extraordinaire, le conseil syndical ne respectait pas cette demande, dans ces cas-là, eh bien vous l'envoyez directement recommandé auprès du syndic. Alors, et on a précisé tout à l'heure qu'il devait exécuter les décisions de l'Assemblée générale. Alors, exécuter, bien entendu, quand le budget est disponible. Lorsque vous votez des charges courantes, il faut que les appels aient été versés. Lorsque vous votez des travaux,
Les travaux ne peuvent normalement commencer que lorsque tout le monde a réglé. Tant que tout le monde n'a pas tout réglé, le syndic, en engageant les travaux, va effectivement engager aussi sa responsabilité en matière d'impayés, puisque si les gens n'ont pas payé, il ne pourra pas payer les factures, et du coup, il y aura des pénalités. Donc, pour éviter des pénalités de retard de paiement, le syndic, normalement, doit attendre que tout le monde ait réglé la totalité des appels effectués dans le cadre soit des charges de copropriété, soit des charges de travaux, principalement sur les travaux d'ailleurs. Ensuite, il y a une mission importante qui est d'assurer la copropriété. Alors, elle a été renforcée, cette obligation, parce qu'avant, il suffisait que ce soit mis à l'ordre du jour, la résolution soit mise à l'ordre du jour pour respecter cette obligation. Depuis la loi Allure du 24 mars 2014 et son article 9-1, le syndic, s'il a un refus du contrat qui est présenté par l'Assemblée générale, a le droit de prendre lui-même une assurance et de l'imposer à la copropriété. Ça, c'est un pouvoir qui est relativement important, qui est nouveau, qui est peu connu, mais en tout cas qui était déjà pratiqué plus ou moins, puisque certains syndics étaient déjà aussi courtiers d'assurance. Et dans certains cas, ils présentaient eux-mêmes leur propre contrat en tant que courtier, et ils relevaient déjà de l'article L112-1 du Code des assurances, qui lui permettait justement de pouvoir assurer, parce que comme vous le savez, nous n'avons pas le droit de ne pas être assurés, que ce soit pour nos appartements ou pour l'immeuble, la même règle s'applique, et qu'à partir de là, si quelqu'un, pour une raison ou Y, ne veut pas s'assurer, il doit être assuré d'office, parce que sinon il relève du fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité, il n'a pas de... Voilà. Il a quand même des limites, il n'est pas alimenté pour toutes les copropriétés, sinon si tout le monde ne s'assurait pas, ça pourrait être problématique pour la totalité des assurés. Ensuite, il y a la représentation du syndicat. Il faut savoir que si vous n'avez pas de syndic, donc vous n'avez pas de représentant de la copropriété, du syndicat, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire. Vous êtes par exemple attaqué par une compagnie, par un fournisseur parce que vous n'avez pas payé, ben vous ne pourrez pas aller vous défendre en justice, parce que c'est le syndic qui vous représente et qui doit mandater un avocat. Vous avez un empiètement sur votre copropriété, quelqu'un qui s'installe, ou une voiture ventouse, etc. De même, tant que vous n'avez pas de syndic, vous ne pouvez pas effectivement défendre la copropriété. Donc ces éléments sont importants. Alors bien entendu, il est important d'avoir un président de conseil syndical, mais il est surtout très important d'avoir un syndic. Ensuite, nous passons à l'obligation comptable, les obligations comptables et financières. C'est là où en général, vous avez le plus eu de difficultés pour obtenir des informations, et c'est là où en général, les tensions se font entre syndic et copropriétaires. Alors, le syndic, la copropriété, a l'obligation de tenir depuis le décret 2005-240 de 2005, il a l'obligation d'être en comptabilité d'engagement. Bien entendu, il y a des petites copropriétés qui peuvent s'en dispenser, mais nous recommandons de suivre cette maquette, même si en parallèle vous faites un tableau plus simplifié ou le tableau antérieur que vous aviez, de manière à ce que vos copropriétaires soient déjà dans une formule classique et qui puissent être repris du jour au lendemain par un autre syndic professionnel, par exemple le jour où vous partez ou le jour où vous arrêtez vos fonctions parce que vous êtes trop fatigué de l'activité et que vous ne pouvez plus continuer. Donc il faut préparer l'avenir et donc préparer un passage à un éventuel syndic professionnel. De toute façon, aujourd'hui, tous les logiciels que vous pourrez utiliser, y compris le nôtre, prévoient une édition des annexes. Vous les voulez, vous les imprimez, vous n'en voulez pas, vous travaillez autrement, il n'y a pas de souci, vous les aurez quand même. Ensuite, vous avez l'ouverture du compte séparé. Alors ça, c'est effectivement quelque chose de très très important. D'abord parce que c'était très peu, alors je ne sais pas aujourd'hui le pourcentage, mais jusqu'à maintenant, c'était très peu utilisé par les syndics qui préféraient faire des sous-comptes et ce que les banques appelaient des comptes individualisés. Alors il faut bien faire la différence entre un compte individualisé et un compte séparé. Un compte individualisé, c'est un compte sur lequel, effectivement, il peut être un sous-compte d'un autre compte, mais il a un numéro propre. Mais il n'a pas d'ICS, c'est-à-dire d'identification propre en tant que client. Le client, c'est le syndic, et vous êtes un sous-client du syndic. Donc, la banque ne connaît que le client, c'est-à-dire le syndic. Vous êtes un élément interne, c'est comme si vous étiez une filiale, en fait, du syndic. Alors, le seul moyen de savoir si vous avez un vrai compte séparé, c'est effectivement de demander le contrat d'ouverture de compte séparé. Si vous obtenez des attestations, ça n'a pas de valeur juridique parce que ça n'est pas un contrat. Toute ouverture de compte donne lieu à un contrat. Donc, il vous faut demander le contrat et demander l'ICS. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'ICS, c'est la seule preuve avec le contrat
que vous êtes bien identifié comme un client de la banque et non pas comme un client du syndic qui n'est pas connu du tout de la banque. C'est intéressant, d'autant plus que, attention, les garanties financières ne valent que pour les clients. Les sous-clients ne sont pas garantis par les banques. Par exemple, demain, il y a un problème avec les banques et elles font faillite, vous n'aurez pas la garantie bancaire des fameux 100 000 euros. Même si vous avez 200 000 euros sur le compte, ce n'est pas vous qui en bénéficierez, c'est le syndic. Et donc, si ensuite le syndic lui-même fait faillite, s'il peut arriver par les temps qui courent, et ben vous vous retrouvez sans rien. Vous avez perdu 200 000 euros pour rien. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous avez des syndics qui prennent feu, par exemple, et qui font faillite suite à cet incendie qui a fait détruire tous les documents. Et ben on est exactement dans la même situation. Vous ne pourrez rien demander à la banque parce que vous n'êtes pas son client. Ensuite, il doit vous proposer des travaux d'entretien. Alors c'est pour ça qu'il doit y avoir des visites, parce que lors de ces visites, vous allez vous mettre d'accord avec lui sur les devis à établir pour les travaux qui paraissent nécessaires. Alors il y a des travaux qui se voient, sur lesquels effectivement on a un impact visuel, et puis il y en a d'autres sur lesquels on ne peut pas les voir parce que c'est structurel, et pour ça effectivement il faut impérativement avoir un diagnostic, alors partiel ou pas partiel, mais en tout cas un diagnostic spécifique de la matière concernée. Par exemple, si vous avez des problèmes de poutre ou d'affaissement de toit ou d'affaissement de plafond, de plafond haut, donc de plancher en fait, ben là effectivement il vous faut un charpentier ou un ingénieur structure pour savoir si effectivement il y a quelque chose à faire ou si c'est tout à fait naturel, un mouvement simplement du bâtiment. Et ensuite, il doit vous préparer avec vous les budgets qui donneront lieu à des appels. Alors je rappelle que les appels ne sont pas indispensables puisque dès que vous avez voté le budget, vous savez quel est le montant, vous pouvez calculer votre quote-part et éventuellement vérifier avec l'appel si cette quote-part correspond exactement à ce que vous devez payer. Et ensuite, il doit gérer les impayés et il lui est interdit de déléguer. Alors à ce jour, je n'ai pas encore connu de délégation de paiement. En revanche, les syndics ont tendance souvent à attendre que les montants soient importants, dépassent 10 000 euros, pour les confier à un avocat, puisque comme vous le savez, si vous mettez en place un protocole de recouvrement, en disant qu'au bout de 3 appels impayés, il doit saisir le tribunal judiciaire, maintenant, qui est l'ancien tribunal d'instance, eh bien ça ne vous coûtera rien, puisque c'est un tribunal dans lequel il n'y a pas d'avocat et c'est gratuit. Et la dernière obligation, c'est l'obligation de conseil. Alors là, on a quand même quelques difficultés parce que les syndics ne sont pas ceux qui gèrent votre copropriété en direct, sauf si vous l'avez exigé ou si c'est une petite copropriété pour laquelle le syndic vient, mais dans la majorité des cas, on vous confie à un gestionnaire. Alors je rappelle que le gestionnaire, c'est quelqu'un qui n'est pas syndic, qui n'a pas la formation du syndic. C'est quelqu'un qui, en général, a une formation et unique et encore, parce que finalement, on n'exige rien d'un salarié, d'un syndic. Il peut très bien n'avoir aucune formation, être un autodidacte, voire même avoir aucune compétence en matière de copropriété. Ça peut être un débutant. Il n'a pas de compétences comptables. Moi, je n'ai jamais vu encore de gestionnaire qui était comptable, parce qu'il y a une séquence séparée des travaux, et les syndics ont un pool comptable et un pool administratif. Et le syndic fait partie du pool administratif. Le pool comptable, ce sont effectivement les comptables qui vont, d'une part, saisir le journal, qui est un document que vous ne verrez jamais, mais qui est le document qui sert justement à générer ensuite toutes les éditions, et les annexes dont vous aurez besoin. Et donc c'est avec les comptables que la plus grande discussion va se faire. Malheureusement, souvent, vous n'avez pas le contact direct avec elles. Vous avez le syndic qui fait la courroie de transmission avec plus ou moins de bonheur. Donc le problème du conseil, le problème de la capacité de ce salarié qui n'est pas formé à exécuter les tâches est très difficile. Soit vous avez effectivement de très bons profils, j'en ai vu mais c'est très très rare, soit vous avez des gens qui ont des compétences monolithiques, voire très peu de compétences. Et là, c'est là d'où vient le discours de sourd, puisque lorsque vous demandez des choses, souvent le gestionnaire ne comprend pas. Comptablement, déjà, il ne comprend pas. Et souvent, même en matière administrative, il n'a pas des compétences techniques, donc pour suivre des chantiers, c'est compliqué. Pour réceptionner des travaux, ça l'est aussi. C'est pour ça qu'il vaut mieux, dans ces cas-là, prendre un AMO, parce que là, au moins, vous aurez la sécurité que c'est bien une personne compétente techniquement qui va pouvoir suivre vos travaux à votre place et qui va pouvoir valider que la réception peut se faire sans réserve, ou avec réserve et préciser les réserves en question. Donc, voilà, la difficulté de cette obligation de conseil, c'est que vous n'avez pas en ligne déjà votre syndic, et deuxièmement que dans le meilleur des cas, si vous avez votre syndic qui s'occupe de cette copropriété, il n'a pas des compétences qui sont déjà complètes, parce que souvent c'est des anciens syndics avec des anciennes formations. Même ceux qui ont une nouvelle formation ne sont pas compétents en matière technique, ingénierie,
bâtiments, etc. Donc vous avez déjà toute une partie qui échappe à sa compétence, et puis surtout, une compétence, ça s'entretient. Ça veut dire qu'effectivement, il faut des formations continues. Et ça, malheureusement, pour l'instant, on ne l'a pas obtenu des syndics, donc on ne l'obtiendra pas, et ce n'est pas nous qui pourrons l'obtenir d'un personnel qui n'appartient pas à la copropriété, qui est salarié du syndic, et pour lequel, effectivement, on va pas demander, le syndic ne va pas demander de faire des efforts particuliers et de financer des formations continues. Donc là, on a une obligation qui n'est, à mon avis, pas correctement satisfaite, sachant qu'en plus c'est une obligation de moyens, et que donc les syndics mettent le moins de moyens possible dans cette option-là. Notamment, on le voit bien quand il s'agit de chercher des financements pour les travaux. Il n'y a plus personne pour répondre de la question. Et souvent, les syndics refusent de s'en occuper parce que c'est effectivement chronophage. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par mail sur contact@ancc.fr et nous vous attendons pour de nouveaux thèmes. Nous allons vous en proposer, mais si vous avez aussi des idées de thèmes à développer, n'hésitez pas à nous les communiquer. Bonne journée, au revoir.